Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Vous avez peut-être déjà discuté avec un croyant vous affirmant que vous avez tort parce qu'il a raison. Ou plus exactement, qu'il connaît la vérité absolue puisqu'elle est écrite dans son livre. Alors, on pourrait argumenter que le livre se trompe, mais il est écrit dans le livre qu'il raconte la vérité. La personne en face de vous croit également que le texte est littéral, qu'il ne doit absolument pas subir la moindre interprétation, et que si la réalité contredit la croyance, c'est la réalité elle-même qui se trompe. Si vous n'avez jamais eu affaire à ce genre de personne, vous avez de la chance. Car rien n'est plus compliqué que de discuter d'un sujet dont la personne en face de vous nie l'existence même. Attention, je ne dis pas qu'elle n'en connaît pas l'existence, mais bien qu'elle la nie totalement. Vous aurez beau avancer des raisonnements logiques, essayer d'expliquer les choses, cette personne refusera de considérer vos arguments car il s'oppose à sa croyance, ou tout du moins de ce qu'elle pense comprendre de la croyance de ces textes. Parfois, les échanges peuvent même être extrêmement frustrants, puisqu'un argument qui est accepté lorsque vous parlez d'un sujet banal ne l'est subitement plus lorsque le sujet est en lien, même de façon très ténue, avec la croyance de cette personne. C'est donc une acceptation à géométrie variable des faits et de la logique très énervante, qui peut rapidement vous faire péter un câble, vous amenant à insulter la personne en face de vous, ce qui est au final une très mauvaise idée lorsque vous essayez de la convaincre. Pour planter un peu le décor et fixer les idées, nous allons donc ici parler d'évolution et de la façon dont ces principes s'opposent au récit biblique du déluge et de l'arche de Noé, d'après les croyances des personnes religieuses en tout cas. L'une des croyances importantes dans les religions abrahamiques est que ce récit du déluge, provoqué par Dieu pour punir l'humanité devenue pécheresse, éradiqua la quasi-totalité de la vie sur Terre. Seul Noé, dévoué serviteur de Dieu, avait pu sur ordre de ce dernier construire une arche dans laquelle il allait pouvoir sauver sa famille, ainsi que différents animaux qu'il allait emporter avec lui pour survivre lors du déluge. Alors que bon, s'il était sympa, avec son pouvoir, Dieu aurait pu dire que l'arche soit, et l'arche aurait été immédiatement. Pas très sympa ce Dieu quand même, puisqu'il a laissé Noé bûcher pendant des années, alors qu'il aurait pu lui-même créer l'arche en une seconde même pas. Quoi qu'il en soit, toutes les espèces actuelles seraient, d'après ce récit, les descendantes directes de celles sauvées par Noé et qui auraient été embarquées sur l'arche. Lors de mes échanges avec différents croyants, ils invoquent toujours les deux mêmes arguments pour expliquer que l'évolution n'existe pas. Premier argument, personne ne l'a jamais observé de ses yeux. Second argument, on ne parle pas d'évolution dans leur livre. Alors, pour le fait que personne n'a jamais observé l'évolution, nous allons y revenir. Mais pour le fait que l'évolution n'est pas démontrée dans la Torah, la Bible ou le Coran, c'est un argument non recevable. Ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de quelque chose qui n'existe pas, et ensuite on parle quand même de religion où l'on peut placer du bétail devant un motif tacheté pour pouvoir donner naissance à du bétail au pelage lui-même tacheté. Donc bon, niveau sérieux et véracité scientifique, on repassera. Cependant, il existe une faille gigantesque dans le raisonnement des croyants. Face aux évidences de modifications morphologiques qui peuvent être observées de génération en génération au sein même de notre famille ou des animaux que l'on côtoie, le discours religieux a dû s'adapter. C'est pourquoi les croyants feront une distinction entre micro-évolution, qui est le fait de changements minimes au fil des générations, et macro-évolution, qui nécessite un changement profond pour qu'une espèce en devienne une autre. Les micro-évolutions rapportées et parfaitement documentées sont légion, comme par exemple le changement de couleur du phalène du bouleau à cause de la pollution humaine, ou encore le changement drastique de l'appareil digestif chez les lézards podarcis sur les îles croates pour s'adapter au régime alimentaire beaucoup plus herbivore et frugivore. Imaginez alors un peu l'énorme dissonance cognitive que c'est de reconnaître des changements faibles mais mesurables dans le temps, tout en refusant catégoriquement que ces mêmes changements puissent s'effectuer sur une durée bien trop grande pour une vie humaine, nous forçant ainsi à les observer a posteriori dans les registres fossiles. Généralement, pour réfuter l'évolution, les croyants vous diront qu'elle n'existe pas puisque les évolutionnistes disent que les vertébrés terrestres ont évolué à partir des poissons et que l'on n'a jamais vu un poisson se transformer en grenouille. Cette affirmation démontre en plus d'une mauvaise foi une incompréhension crasse de l'évolution, puisque ce ne sont pas les individus qui évoluent, mais les espèces. Il y a un terme pour ça en anglais, qui est le terme scientific illiteracy, que l'on pourrait traduire en français par l'analphabétisme scientifique, qui est le fait qu'une personne contredise des faits scientifiques sans même les comprendre. Et cet analphabétisme scientifique est d'ailleurs tellement insensé comme point de vue que ce dernier était déjà moqué dans l'excellente série My Name is Earl, où le personnage de Joy reniait l'évolution et voulait prouver ses dires en mettant un poisson dans un aquarium avec peu d'eau. Dans sa logique, si le poisson veut s'en sortir, il faut alors qu'il se fasse pousser des jambes.
Alors c'est totalement idiot, mais là où l'on voit encore plus la débilité du personnage et donc de la réflexion, c'est que sans le savoir, le personnage de Joy n'a pas choisi un animal quelconque, puisque ce n'était pas un poisson mais un tétard, et qu'il a donc forcément fini par se transformer en grenouille juvénile. Quoi qu'il en soit, je me suis donc demandé si, en partant de l'acceptation des micro-évolutions par les croyants, il était possible de développer une analogie pour démontrer comment le raisonnement rejetant l'évolution est totalement fallacieux. Je vous propose donc de vous raconter une petite fable intitulée « L'iceberg et l'éphémère ». En un jour d'été chaud, vous vous promenez sur une plage et vous observez un iceberg s'approchant de la côte. En vous asseyant au bord de l'eau pour écouter le clapotis des vagues, vous remarquez alors un éphémère qui entame la discussion avec vous. « Cet iceberg est immuable, dit l'éphémère. Depuis 3 heures que je suis venu au monde, il n'a pas changé. Il est donc parfait, tel qu'il a toujours été et demeurera toujours. » « Ce n'est pas logique, répondez-vous. S'il est fait de glace, avec la chaleur de l'air, il va finir par fondre. »« C'est impensable, vous répond l'insecte. Il est immuable et tu ne peux pas me prouver le contraire. » Vous sortez alors de votre sac votre bouteille isotherme et vous versez votre thé glacé jusqu'à récupérer un glaçon que vous posez sur une pierre. « Regarde bien ce glaçon, dites-vous. Il va fondre avec la chaleur. » Quelques minutes plus tard, le glaçon a en effet totalement disparu, liquéfié et absorbé par le sable chaud. « C'est n'importe quoi !» s'esclaffa l'invertébré. « J'ai pu observer la fonte du glaçon, mais aucun éphémère n'a jamais observé un iceberg fondre. C'est bien la preuve qu'ils ne font pas. »« Les icebergs sont faits de glace, d'une glace même tout à fait banale, répondez-vous. Aucun humain non plus n'a jamais vu intégralement un iceberg fondre, car il faut des mois voire des années pour que cela se produise, et personne n'a assez de temps à perdre pour juste regarder un gigantesque glaçon en train de fondre. » « Et quand savez-vous que c'est une glace banale ?» répondit votre pugnace interlocuteur tout en vous lançant un regard assassin. « Eh bien, il y a de cela plusieurs années, répondez-vous, les humains utilisaient les icebergs pour la conservation de leur nourriture. L'iceberg était alors découpé en pain de glace, et ces derniers étaient alors revendus dans tout le pays pour la conservation de la nourriture humaine ou la réalisation de certaines préparations culinaires. »« Je n'y crois pas, s'emporte alors l'arthropode. Je suis sûr que vous mentez pour me tromper. » « Je n'ai rien à gagner à mentir sur le fait qu'un iceberg fonde ou pas, rétorquez-vous avec étonnement. J'ai en plus démontré qu'un glaçon pouvait fondre, j'ai expliqué que l'iceberg n'était qu'un glaçon surdimensionné, et j'ai aussi raconté comment dans le passé les humains utilisaient les icebergs et qu'il a pu être observé qu'ils fondaient comme une glace banale. « Ce ne sont pas des preuves tout ça, répond d'un ton agressif l'éphémère. Je veux voir de mes yeux un iceberg fondre du début jusqu'à la fin. » « Mais c'est tout bonnement impossible, répondez-vous. Vous ne vivez même pas une journée entière et vous souhaitez voir l'intégralité d'un phénomène qui s'étale sur des mois entiers. »« Voilà, c'est impossible, dit l'insecte. Vous voyez, vous êtes finalement d'accord avec moi qu'il est impossible qu'un iceberg fonde. C'est alors que vous vous levez et que vous partez, laissant l'arthropode vociférer dans le vide qu'il a gagné car vous n'avez pas réussi à le convaincre qu'il avait tort. Au final, les croyants font absolument la même chose en demandant des preuves qu'il est impossible de fournir. Comme l'éphémère, ils acceptent les petites modifications sur un laps de temps court, mais refusent catégoriquement que ces dernières puissent s'accumuler au fil du temps et n'aboutissent à des modifications importantes. En plus, réfléchissons un moment. Est-ce que la croyance dans le récit du déluge implique nécessairement que l'évolution est impossible ? Les croyants vous diraient assurément que oui, que c'est totalement idiot de croire que l'évolution existe. Mais ils répondent cela uniquement parce qu'ils ont de gigantesques œillères qui les empêchent totalement de voir les conséquences directes et logiques de leurs propres croyances. Car croire en l'histoire du déluge, c'est de façon indubitable croire à l'évolution. Je m'explique. Si la science, à partir de tous les indices récoltés, nous explique que les espèces évoluent, elle nous explique néanmoins que cela nécessite généralement des milliers de générations pour que les espèces se modifient de façon importante, ce qui implique qu'il s'écoule des dizaines de milliers, voire des millions d'années pour que les changements importants ne se produisent. A l'inverse, les religions abrahamiques expliquent que tous les animaux actuels proviennent de se sauver par Noé sur son arche. Cependant, les textes expliquent que ce ne sont pas des espèces, mais plutôt des genres qui sont préservés de la destruction. Ainsi, le genre des chiens aurait donné le loup et les chiens actuels, de même pour les chats, le bétail, etc. On est donc très éloigné de la signification du genre dans la classification des espèces, mais pouvait-on vraiment espérer plus de personnes dénuées de la moindre once de formation scientifique ? Cependant, en prenant en compte que l'on estime actuellement à 10 millions le nombre d'espèces animales, et que Noé aurait sauvé sur sa coquille de noix environ une centaine de genres différents, nous pouvons nous amuser à faire un petit calcul rigolo. En considérant que le déluge a eu lieu il y a 5000 ans, estimation la plus lointaine faite malgré le flou des textes religieux, on arrive à un résultat plus qu'aberrant. Entre la fin du déluge et aujourd'hui, cette centaine de genres a réussi à engendrer les 10 millions d'espèces animales actuelles,
ce qui signifie que 2000 nouvelles espèces animales ont dû voir le jour chaque année sur cette période, ou exprimé autrement, qu'il se crée 5 nouvelles espèces et demie par jour. Ça laisse quand même pas beaucoup de temps pour la gestation et la croissance des animaux tout ça. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous vous retrouvez face à une personne vous affirmant que l'évolution est impossible, que seules les micro-évolutions existent et qu'il est tout bonnement impossible que de petits changements se cumulent avec le temps, pensez alors à lui raconter cette fable de l'iceberg et de l'éphémère. Car si les croyants adorent se moquer de l'évolution, c'est surtout car ils ne la comprennent pas réellement. Pour eux, l'évolution et la sélection naturelle, c'est un peu du grand n'importe quoi, à l'image de Madame Garrison dans South Park tentant d'expliquer ce principe aux élèves de façon totalement catastrophique. Et ce singe poisson-grenouille a réussi à enculer un chimpanzé, et ce chimpanzé a eu un enfant mutant qui a sauté un autre chimpanzé, et ça a donné vous. Pour résumer, vous êtes les descendants d'un chimpanzé mutant qui a enculé un poisson écureuil. Mes félicitations. Les croyants tombent au final dans la même erreur que l'éphémère. Ils ne cherchent pas à comprendre le monde qui les entoure, mais à se persuader qu'ils ont raison. D'avoir raison coûte que coûte, malgré les raisonnements qui sont opposés à leur logique, et plus drôle encore d'avoir raison en opposition totale avec la réalité du monde qui les entoure. Car au final, le but de la religion n'est pas de mieux comprendre le monde, mais de rassurer les personnes qui y croient. De ne pas chercher à remettre en question ses idées, mais d'accepter un narratif tout fait, nous expliquant que nous ne sommes pas insignifiants, que nous avons une raison d'être, et que la mort n'est pas une fin en soi. Plutôt que d'accepter le nihilisme étouffant qui nous dit que nous ne sommes que de simples poussières d'étoiles sans aucune espèce d'importance à l'échelle de l'univers, et que comme l'éphémère pour l'iceberg, notre existence fugace ne sera même pas remarquée. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir, un peu spécial en réponse aux arguments fallacieux des anti-évolutionnistes. Comme d'habitude, je vous invite à partager mes vidéos, à la commenter, mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir, et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.